Si t'es là, c'est que t'aspires à avoir la mâchoire solide comme Solid Mike Mew. Et pour être solide, tu vas peut-être avoir besoin de ta langue. Et oui, lécher des poteaux en hiver augmenterait de 47% ta testostérone. Mais non, je déconne. Aujourd'hui, on va parler de mâchoire, de force et de maladies civilisationnelles. Cette vidéo est en deux parties, l'apéro et le repas. Le repas, c'est long, c'est fastidieux et pas très amusant, même si c'est très nourrissant, donc je pense qu'il y a peu de gens que ça va intéresser. Si tu penses que j'ai dit de la merde, n'hésite pas à le mettre en commentaire, mais faut tout regarder avant de sortir tes arguments. Mais avant, je tiens à dire que le sujet du jour a l'air très prisé par les magazines féminins, donc bienvenue les filles, et surtout celles qui regardent des coachs mal alpha en débardeur sur YouTube. Surtout n'oubliez pas que vous êtes sur internet et que je ne suis pas médecin. Mais qu'est-ce donc que le mewing ? C'est une contrefaçon de la méthode de travail de la famille Mew, père et fils, tous deux orthodontistes. Les gens se sont dit « mais c'est révolutionnaire !» et lui ont filé un nom. En bref, tout se résume à adopter la bonne posture de langue, à savoir coller au palais. Ça embellirait et ça suffit pour 90% des gens. Le tuto beauté ultime, efficace sur le long terme, les médecins le détestent. Mais je veux en rajouter, ça pourrait peut-être te rendre plus fort, déjà en termes de posture. On sait aussi que serrer les dents pendant un exercice te permet de gagner en force, et la mâchoire joue dans pas mal de mécanismes. Mais là, je ne peux rien affirmer, c'est juste ce que j'ai retenu de discussions avec des pros du domaine, donc considère que ce que j'ai dit, c'est juste pour faire durer la vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'être moins bancal, c'est mieux pour progresser. Attends, souris en montrant les dents, avale ta salive, elle est passée où ta langue ? Voilà, ce serait ça la position idéale de la langue. Selon ce qui se dit, les dents de travers seraient dues à une mauvaise posture de la langue, l'apnée du sommeil aussi, il y aurait une baisse de force de la mâchoire au fil des générations, le mewing permettrait de modifier le visage en jouant sur le tonus musculaire, ce qui ne veut absolument rien dire, et peut-être même la forme des os. J'ai un peu la flemme de tout résumer, donc voilà. Mais Jamie, est-ce que ça marche ? Bonne question, personnage imaginaire. J'ai justement quelques études qui parlent du sujet, mais avant, vocabulaire. C'est un sujet un peu compliqué pour qui n'y est pas déjà initié, alors voyons le vocabulaire usuel. On va commencer par une petite balade sur le crâne. Le crâne a plusieurs os qui sont reliés par des jointures. Ici, on s'intéresse surtout au tiers inférieur. Les dents du haut sont fixées au maxillaire. La mâchoire du bas est quant à elle appelée mandibule. Elle est reliée au reste du crâne par le condyle qui s'emboîte sur le reste. Quand elle se ferme et s'ouvre, le condyle n'est pas le seul à bouger. Il y a aussi le processus coronoïde, que j'appellerai coronoïde, qui glisse dans un creux. La branche verticale de la mandibule est appelée ramus. En français, on l'appelle aussi branche montante. Le point où se croisent le ramus et la partie horizontale de la mandibule est le gonion. Ainsi, je nommerai l'angle dessiné par la mâchoire angle goniaque ou angle gonial si ma langue fourche. Maintenant, les muscles. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, si, mais chut. Le masséter, sur la face extérieure du ramus, est l'un des muscles qui nous permet de mastiquer. Il y a quelques muscles de la langue qui se trouvent à l'intérieur de la mandibule, sous le menton, et que vous pouvez sentir si vous poussez sur votre palais avec votre langue. Enfin, le muscle temporal, que je nommerai temporalis. Il attire la mandibule en haut et en arrière. L'occlusion désigne la fermeture de la mâchoire, une malocclusion désigne donc un problème de fermeture. On qualifie de prognate quelqu'un qui présente un menton qui s'avance trop, et de rétrognate son opposé. Je sais que ma présentation ne peut pas faire assimiler directement les connaissances de ces noms, mais ça vous y familiarise avant la revue. Vous pouvez toujours revenir à cette partie de la vidéo si jamais, ou chercher sur Google. Par abus de langage, j'ai confondu angle goniaque et angle du plan mandibulaire. Le premier a seulement pour sujet la mandibule inférieure, tandis que le second prend en compte la ligne de la mandibule par rapport à une autre. Je l'exprime très mal, mais regardez le dessin. Il me semble que ça prend aussi en considération la ligne dessinée par la jonction des dents. Alors, est-il possible de modifier sa tronche grâce au mewing ? Oui, un peu. Je ne vais pas parler des avant-après trouvables sur la toile parce que c'est pas fameux, mais on verra ça après. Une étude avec un échantillon de 141 personnes, un peu moins en fait, à qui les chercheurs ont fait faire des exercices myofonctionnels, déglutition, etc., ont vu leur arc dentaire, leur sourire si vous voulez, s'élargir. Bon, j'apporte une petite précision ici, plus l'arc basal est grand, plus le nombre de dents qui apparaissent quand on sourit est important. La distance entre les canines augmentait en moyenne de 3,2 mm sur 8 mois, sachant que chaque sujet avait à peu près fini sa croissance, tous avaient plus de 18 ans. Mike Mew dit d'ailleurs qu'avant 25 ans, tout ce qu'on peut faire est impressionnant. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait ces articles qui disaient que l'adolescence finissait vers 24 ans, quelque chose comme ça. À cela, je rajoute ce que je lis au lieu de faire le montage, les os du crâne ne se souderaient pas à l'âge adulte.
Cependant, la possibilité de les remodeler est ralentie par le manque d'hormones de croissance, mais aussi par le fait que les autres os doivent s'adapter. En gros, le chantier est plus complexe. Et apparemment, une expansion rapide des maxillaires est possible chez l'adulte, même si c'est moins efficace que chez l'enfant. A noter qu'ici, un appareil est utilisé, mais l'article d'avant qui citait celui-là disait que la langue était un expanseur naturel. Ensuite, des enfants à qui on a dégagé les naseaux à l'aide d'une adénoïdectomie ont vu l'arrière de leur mâchoire, le ramus, grandir plus vite. C'est ce qu'une étude de Timo Peltomäki a montré. C'est expliqué par le fait que respirer par le nez leur a enfin fait fermer leur gueule, mais aussi parce que ça leur permettrait d'avoir un sommeil plus producteur d'hormones de croissance, sans apnée du sommeil pour déranger. Cependant, le lien entre hormones de croissance et sommeil a été discuté par deux gars qui ont pondu un article bien salé sur un livre de Sandra Kahn et de Paul Ehrlich, qui a même été complimenté par Jared Diamond. Et ces deux gars ont l'air assez réfractaires aux idées des Mew. Mais tout ça, on le verra plus en profondeur après. Enfin, une étude publiée dans Nature a trouvé que les gens avec les muscles de la mâchoire les plus massifs, les plus développés, le masséter et le temporalis, présentaient les mâchoires les plus développées, comme l'illustre cette merveille issue de l'étude. D'ailleurs, la loi de Wolff et la matrice fonctionnelle de Mohs, malgré leur nom bien bourrin, suppose que les os grandissent de par les pressions qu'ils subissent. Ainsi, en contractant régulièrement un muscle, les os auxquels il s'attache se diraient qu'il serait temps de grossir pour supporter ces contractions. Et il semble que le fonctionnel, aidé par hormones de croissance ou pas, permette une croissance significative de la mandibule. Sur des rats. Ça vend pas du rêve, mais le rat a l'air d'être assez proche de l'être humain génétiquement, donc ça va. Si certains se demandent en quoi appliquer sa langue au palais peut faire grandir la mandibule, Timothy G. Bromage, dans l'article du New York Times, leur répondrait que pendant la croissance, la mâchoire du bas suit celle du haut. Donc apparemment, on peut influencer la taille de notre sourire, la masse de notre mâchoire, ainsi que la longueur du ramus avec le mewing. Satisfait ? Eh bien, faites-moi un don sur PayPal avant de regarder la suite. Parce que tout ça, c'est vrai, si j'ai pas lu comme un débile, mais ça veut pas dire qu'il faut appliquer tout ce qu'on lit sur internet. Bah oui, contracter un muscle plusieurs fois, se reposer et recommencer avant de recommencer quelques jours plus tard, il y a des chances que ça le fasse grossir. Mais ça ne dit pas la vitesse ou la sûreté avec laquelle ça va arriver. Avec un coach, un docteur ou un kiné, on a un rythme, une personnalisation, des exos qui s'équilibrent, etc. Donc je vous conseille d'aller voir un orthodontiste spécialiste, de discuter du sujet avec celui-ci, et de le convaincre de me faire un don PayPal. Je plaisante. À moitié. Mike Mew lui-même, dans une vidéo où il parle d'un gars qui déforme ses vidéos pour faire apparaître sa mâchoire plus développée sans trop le remarquer, explique qu'il y a un équilibre à avoir entre mâcher et exercer une pression avec la langue, comme quelqu'un qui ne ferait que les biceps et pas les triceps, ou que les mouvements de poussée et pas la coiffe des rotateurs. Bref, calmez-vous, réfléchissez et faites ce que vous voulez, mais je suis pas responsable. Oh le lâche. Maintenant, pourquoi certains s'en sortent mieux que d'autres ? Parce que la vie est injuste. En partie grâce aux meules. Ou métaphysiquement par une transmission d'amour absolu et d'essence de vie entre deux êtres. En gros, l'allaitement a probablement influencé la forme de ton visage. Même l'OMS dit que l'allaitement est super important. Bon, ok, des fois l'OMS est critiqué. Mais je vais développer parce que donner le maximum de chance à son enfant, je pense que c'est important. Dans le lait maternel, il y a plein de trucs. Un sein, c'est en partie conçu pour donner du lait, donc c'est littéralement un pro. Ça donne au bébé des hormones, des anticorps, des vitamines, des acides aminés, etc. Plein de gens savent tout ça. Beaucoup moins connaissent aussi les bienfaits mécaniques. Donner le sein, c'est apprendre à son bébé à utiliser sa bouche correctement pour avaler ou gérer de la nourriture. Selon Brian Palmer, les tétines sur les biberons ont des conséquences désastreuses. Parce que le mamelon est fait pour s'adapter à la bouche du bébé, quand la tétine peut déformer en partie le palais de celui-ci. D'ailleurs, les bébés allaités, même après l'arrêt de l'allaitement, auraient des mâchoires plus développées. Ils avaient aussi 72% de chances en moins d'avoir les dents qui partent de travers. Quasi 4 fois moins. Ouais, je fais des calculs, ouais. D'ailleurs, si on remonte dans le temps, l'allaitement durait jusqu'à plusieurs années. J'ai pas fouillé très profond, donc... Demandez à votre mère combien de temps elle vous a allaité, ou si elle vous a allaité, et dites-moi en commentaire. Demandez-lui aussi de me faire un don. À cela, Mike Mew rajoute que si un enfant est souvent enrhumé petit et se trouve donc obligé de respirer par la bouche, sinon il meurt, il peut ne pas perdre cette habitude. Enfin, petite info que j'ai envie de rajouter, la mastication pourrait vous rendre moins con. Dans une publication sur Instagram, Clément Noblet nous dit qu'un peu plus de mastication permettrait de préserver les capacités cognitives et que la diminution de la mastication serait associée au déclin cognitif chez des personnes âgées. Maintenant, je vais parler plus en détail de discussions liées au sujet du mewing ou de l'orthodontie plus particulièrement, notamment les bienfaits du mewing au niveau civilisationnel ou autre. Premièrement, la baisse de force de la mâchoire.
En effet, même chez des détracteurs des Mew, on reconnaît ce fait. Il y aurait en effet une baisse de force au niveau de la mâchoire. Celle-ci remonte à plus de quelques siècles et est donc plutôt un phénomène à long terme. Une possible explication est la cuisson des aliments. Donc, rapide cours, à l'âge de pierre, deux primates se sont retrouvés à frotter deux bâtons lorsqu'une étincelle jaillit. L'un des deux compères prit feu, mais la science demande parfois des sacrifices. Bien. Oh, il brûle, oh, il brûle, oh, il brûle, t'es mal, il brûle. Il a une fire. On met des aliments dedans, l'amidon se divise en glucose, c'est plus facile à digérer et ça permet de faire grossir le cerveau. Des anthropologues s'arrachent les cheveux devant mes explications, mais comme un grand philosophe l'a dit, la science demande parfois des sacrifices. Mais j'en ai trop marre, ils sont trop cons. Tout ça ne s'est pas fait en quelques jours, mais sur des milliers d'années, et là-dessus Mike Mew explique que l'orthodontie est enseignée comme si Darwin n'avait pas existé. Toutefois, la taille de la mâchoire des Européens n'a pas tant changé que cela, ce qui fait qu'on ne peut nier la part que joue la génétique dans son développement. De plus, les problèmes de dents tels que les dents de travers, les mauvaises occlusions ou même les caries semblent être relativement récents. Weston Price, qui a une fondation à son nom, avançait la thèse que l'alimentation jouait un grand rôle dans tout cela. Je n'ai pas creusé non plus. Par contre, pour les dents de travers, il semble qu'aucun des vieux squelettes ne présente de problème d'occlusion, comme évoqué dans cet article de William Brennan pour le New York Times. Pourtant, je peux affirmer sans trop me mouiller que les soins étaient moins faciles d'accès à l'époque. Mais qu'est-ce qui causerait une diminution de la taille de la mâchoire, même s'il s'agit plus d'un développement pauvre que d'une question de force, ferait apparaître des problèmes d'occlusion et de dents de travers? Eh bien, à cela, plusieurs réponses. Pour le développement pauvre de la mâchoire, il se peut que ce soit notre nourriture qui soit fautive. En effet, grâce à la cuisson, évoquée juste avant notamment, ainsi que la nourriture industrielle qui serait plus molle, la demande en force pour les muscles masticateurs est moins forte. Alors les muscles se mettent à glander un peu plus. Or le myofonctionnel, le rôle des muscles sur le corps sur le long terme, je crois, à peu près, semble avoir une importance. Si les muscles influencent les autres structures du corps, alors une baisse de l'action de ceux-ci conduit à un développement moindre des os des environs. Et l'hypothèse de la matrice fonctionnelle de Moss et la loi de Wolff appuie cela. Et cela est confirmé en partie par l'étude des chercheurs pour Nature. Ils ont récupéré des données dans un laboratoire et ont observé que les gens avec les mâchoires les plus solides, plus massives, avaient aussi les muscles les plus développés, le temporalis et le masséter ici. Il y a donc une corrélation, ce qui ne veut pas dire que plus de muscles dans la mâchoire égale plus d'os dans la mâchoire, mais la loi de Wolff le sous-entend, de ce que j'en ai compris. C'est juste que je veux pas trop m'avancer. Ensuite, la respiration pourrait jouer un grand rôle. Des enfants à qui on a fait une adénoïdectomie car ils ont des apnées du sommeil voient leur arrière de la mâchoire, leur ramus, se développer plus que chez des enfants normaux. Avec un meilleur sommeil, car leur nez laisse passer plus d'air, et donc des hormones qui sont plus sécrétées, leur mâchoire rattrape son retard et fait grandir l'arrière de la face un peu plus rapidement. Toutefois, le lien entre sommeil et hormones de croissance est critiqué par les deux orthodontistes qui critiquaient avec pas mal de sel un livre qui soutenait les idées comme celles des Mew, mais est aussi confirmé par Brian Palmer. Donc c'est là qu'il y a un petit problème, c'est que j'avais mal compris ce qu'avait dit l'article. Ce qui est discuté par Dr Profit et Dr Ackerman, c'est le lien entre un manque de développement de la mâchoire, donc potentiellement des voies respiratoires, avec des troubles du sommeil. Donc c'est à voir là-dessus, lisez les sources. Mais quelles sont donc ces idées? Je l'ai évoqué, il s'agit du myofonctionnel. Avec des exercices, on pourrait redonner des bonnes habitudes à la zone buccale, et ça guérirait la malocclusion. Un orthodontiste du nom de Kevin O'Brien soutenait de plus en plus cette approche car, selon lui, les preuves se multipliaient. Bien que prudent, il disait qu'il n'aurait aucun mal à adopter ces méthodes si les résultats montraient que c'est meilleur que les bagues, par exemple. Et justement, l'article du New York Times disait que les bagues échouaient à long terme. Les dents reprenaient régulièrement leur mauvaise position après l'enlèvement de celles-ci. Robert Little, dans l'article, dit que c'est ce qui arrive même si on ne sait pas pourquoi. Je le souligne pour montrer que la science, c'est aussi la pratique qui nourrit la théorie. La gravité n'existe pas parce que Newton l'a théorisée. Il y a l'étude dans laquelle les participants avaient élargi la distance entre leurs canines de 3,2 mm en moyenne en 8 mois. Encore une fois, dans un podcast avec Brett Weinstein, Mike Mew explique qu'avant 25 ans, les résultats atteignables sont impressionnants. On peut encore parler de l'étude au sujet de l'adénoïdectomie où le changement de respiration influait sur la face. Les méthodes de Mew ne sont pas nouvelles. On pourrait parler du traitement de Frankel, des travaux d'Alfred P. Rogers, de Tully ou de Ballard. Mike Mew va même plus loin. Son travail s'inscrirait dans la continuité de la sagesse populaire. Tiens-toi droit, amène ta fourchette à ta bouche et pas l'inverse, mâche bien, etc. Le problème avec la sagesse populaire, c'est qu'on ne sait pas tout le temps si c'est prouvé, même si ça a l'air de marcher.
Si tes parents avaient été en mesure de t'expliquer qu'en te tenant droit, etc., tu serais plus beau, plus intelligent et que tu aurais moins de problèmes de posture, tu les aurais peut-être un peu plus écoutés. Un dernier sujet que j'ai envie d'aborder, les traitements et les réflexes archaïques. Pour le traitement, il existe des gouttières. Myobrace et Invisalign, par exemple. Mike Mew ne s'oppose d'ailleurs pas aux bagues, ce qui peut surprendre si on le découvre après avoir surfé sur la toile. Ensuite, j'ai déjà parlé des bébés qui doivent apprendre à déglutir. En fait, la déglutition, le fait d'avaler sa salive, est ce qu'on appelle un réflexe archaïque. C'est un mouvement involontaire qu'on fait automatiquement à la suite d'un stimulus. Je crois. Par exemple, le réflexe de Moro. Après un bruit soudain ou autre, le bébé écarte ses membres et ses doigts, puis les rapproche de son corps. Ça aurait été sélectionné pour rester agrippé à sa mère. Bref, je suppose que l'allaitement peut aider à l'apprentissage de la déglutition. Tous ces réflexes sont des étapes par lesquelles le bébé est obligé de passer avant d'apprendre des choses plus complexes. Et c'est important dans la suite de sa vie, sous-entendu. Ah oui, le manque d'études. Impossible de se renseigner sur le mewing sans entendre que ça manque d'études. Et justement, j'ai trouvé récemment, c'est-à-dire au lieu de faire du montage, 2 revues systématiques ou méta-analyses qui en parlent. Ça veut dire des études qui parlent de plusieurs études, en gros. Et ces 2-là concluaient qu'il n'y avait pas assez d'études solides pour tirer des conclusions. Il est quand même dit à chaque fois que la piste du myofonctionnel est prometteuse. Encore une fois, il faut faire des études solides, et pour ça, Kevin O'Brien avait rajouté dans un de ses articles qu'étant à la fin de sa carrière, il ne pouvait pas conduire ses études lui-même, mais qu'il était très ouvert et qu'il proposait de faire le protocole, chose qu'il disait possible en quelques heures seulement. Les fameux avant-après. C'est souvent mauvais et trompeur. Je me mets dans la peau d'un nouveau mewer. J'ai décidé de changer de mode de vie. Je vois la vidéo d'un coach mal alpha en débardeur, la tension sexuelle est palpable, ok, il m'a motivé. Il fait de la muscu et parle de mewing. Je commence le mewing et la muscu. 1 an après, je poste 2 photos, quand j'ai commencé et moi présentement. Les réactions, waouh bro, t'es mal les pecs et cette mâchoire bien visible de beau gosse. La tension sexuelle est palpable, je suis content. Mais en fait, si la mâchoire est bien visible, c'est parce que j'ai serré les dents sur la photo, donc contracté, et parce que j'ai perdu du poids. La graisse masque moins les os. En plus, entre-temps, nourri aux publications motivantes Insta, j'ai un peu appris à poser. J'ai aussi laissé pousser ma barbe et je l'ai bien taillée. Il y a plein de trucs qui vont pas. Je vais te relire le règlement. Premièrement, je suppose que c'est pas fait avec un pro qui saura quels angles prendre. Les dentistes posturaux savent ce qu'ils doivent mesurer. Donc règle numéro 1, toujours les mêmes paramètres. Essaie d'être à la même distance de ta caméra, de prendre la photo avec la même caméra pour avoir le même objectif. Essaie d'avoir le même angle au niveau du cou pour... Oh putain, j'explique tellement mal. Règle numéro 2, rase-moi cette barbe. On n'est pas là pour admirer ta pilosité nourrie à la testostérone. Tension sexuelle palpable. Oui, les filles aussi, on se rase la barbe. Sur les 2 photos. Si tu veux prendre une photo d'un pont, tu te mets pas derrière un buisson qui te cache la vue. Règle numéro 3, attends. Fais pas un avant-après au bout de 3 mois. 3 mois, c'est la durée pour les premiers résultats bien visibles d'une évolution quand tu fais de la muscu. Et un os, c'est plus long à changer qu'un muscle. Donc les gens qui font des vidéos 1 mois de mewing, c'est absolument débile. D'ailleurs, il y en a qui le savent. Rien qu'une vidéo 1 mois de sport, c'est débile. Si tu veux montrer du spectaculaire, le temps va t'aider. Et si vous pensez que ça marche, c'est probablement un biais de confirmation. Quel rabat-joie ce mec. Règle numéro 4, celle-ci, c'est pas obligé. Selon comment tu places ta langue, tu peux soulever les muscles entre l'os hyoïde et le menton, ce qui t'enlève ton double menton. Si tu ne fais ça que sur une photo sur les 2, il peut y avoir une différence flagrante. Sauf qu'avant d'avoir un peu testé, tu peux pas le faire. Si t'as pas fait un minimum de muscu, t'auras probablement des difficultés à sentir certains muscles. Là, c'est pareil. Donc autrement dit, tu peux augmenter l'impact visuel de ton avant-après si, entre-temps, tu as appris à soulever les muscles entre l'os hyoïde et le menton. Et le protocole, c'est plutôt une photo de face, une photo de profil, une photo de 3/4. Et pour cette dernière, toujours du même côté, parce que la symétrie parfaite, c'est extrêmement rare. Donc là, c'est juste pour avoir des repères un petit peu méthodiques. Et maintenant ? Eh bien, vous en savez plus sur le sujet. Je mets des liens en description pour approfondir. N'hésitez pas à aller consulter des spécialistes, à suivre leurs recommandations, etc. La santé, c'est important. Discutez de cette vidéo avec eux pour savoir si j'ai dit de la merde ou émis des idées dangereuses. Il y a aussi cette vidéo très intéressante que je vous invite à visionner, en anglais nonobstant. Je vous invite aussi à me contredire, à faire de meilleures recherches, de meilleures vidéos, etc. Donnez-moi tort. Sinon, je considérerais que ma vidéo est la meilleure sur le sujet, et ça, ce serait terrible. Et je m'ennuierais. La vidéo n'est pas finie, je vais un peu parler de cette vidéo justement avant de passer à la revue des articles que j'ai lus pour faire cette vidéo bien plus en détail.
J'expliquerai aussi pourquoi une chaîne qui parle de parcours parle d'orthodontie. Voilà, bisous. Ah, je suis mort, il a dit bisous. Donc, le mewing, c'est un terme assez familier pour traiter d'un thème important de santé, l'orthodontie, et a été beaucoup traité sur YouTube, mais par des gens qui ne l'ont pas fait assez rigoureusement, selon moi. J'estime que le sujet mérite qu'on s'y attarde et que ce ne soit pas un coach en développement personnel ou mal alpha, etc., qui en fasse la promotion. J'espère que cette vidéo permettra de montrer que la science est accessible à qui se donne un peu de temps, ainsi que de donner plus de poids au sujet sur la plateforme, même si ça... J'espère que ça motivera certains à creuser plus, à lire des études, à se cultiver, etc. Et peut-être à me partager leurs découvertes, qui sait. Pour les traceurs qui écouteront ceci, et parce que c'est le thème de la chaîne, ce sujet peut vous concerner. Théo Tanchak, l'équivalent d'un kiné mais en anglais, a dit dans sa dernière vidéo, où elle l'était au moment où j'ai écrit ça, que la progression d'un traceur est avant tout déterminée par sa posture. En gros, plus on se rapproche de l'idéal biologique, mieux on réussira puisqu'on sait déjà se servir de son corps. Par idéal biologique, entendre le développement s'est bien passé. D'ailleurs, faites un constat, est-ce que vos traceurs préférés ont des mentons peu développés ou des mauvaises postures? Lesquels ont la tête qui s'avance trop, et qui met donc de la pression sur les muscles du dos? C'est aussi pour cela que j'ai voulu traiter le sujet, qui est une introduction à la posturologie et diverses disciplines qui ont un grand impact sur la pratique du sport en général. Cependant, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Lamar Gant est un powerlifter. Il avait une scoliose et a pourtant réussi à faire un soulevé de terre à plusieurs centaines de kilos. Une des seules personnes au monde à avoir réussi à soulever 5 fois son poids, il me semble. Si vous arrivez à progresser sans aucun effet délétère avec telle ou telle méthode, je vous dirais de ne pas vous priver. Je vous encourage à consulter dans tous les cas, au moins à titre préventif, un professionnel de la santé. J'utiliserai le terme mewing, même si je ne pense pas qu'il soit correct scientifiquement parlant, et je pense qu'il y a de meilleurs termes pour rendre ces lettres de noblesse à l'orthodontie. Je vais lire le compte-rendu que j'ai fait de mes diverses sources. Pour avoir une sorte de conclusion, il suffit de regarder le début de la vidéo, dans lequel j'ai essayé de faire la synthèse de ce que j'avais lu. Je n'ai pas de qualification particulière dans le domaine de l'orthodontie. Cette vidéo n'est pas un avis médical et ne remplace en aucun cas le diagnostic d'un professionnel. Je vous invite même à consulter divers médecins pour vous maintenir dans un état de santé satisfaisant. Cette vidéo exprime ma compréhension des sources que j'ai lues et non la vérité objective. Aussi, libre à vous de me reprendre dans les commentaires, de détailler certains points, etc. Ne croyez pas tout ce qui se dit sur internet. Considérez donc le contenu comme subjectif, mais de mon côté, je me serai efforcé de le faire le plus objectivement possible. Mais je reste humain. Je rajoute que je traite exclusivement du sujet. J'ai essayé d'être critique vis-à-vis des biais qui parsèment les articles. En fait, je pense surtout à l'article du New York Times. Pas de politique ou de morale ici. Ne m'associe à aucun groupe. J'évoquerai souvent le nombre de citations sur Google Scholar. De ce que j'en sais, c'est un moteur de recherche pour études scientifiques, en gros. Et le nombre de citations, c'est un indicateur plus ou moins fiable de la légitimité de l'information avancée dans l'étude. Un grand nombre de citations veut dire que l'article est une brique solide sur laquelle on peut s'appuyer pour construire l'édifice des connaissances, en cela que l'article a fait beaucoup parler, et donc qu'il était utile. Si tel article a été beaucoup cité, c'est qu'il a été à la base d'une branche de tout un pan de la recherche, ou que les résultats étaient tels que de nombreux autres chercheurs ont voulu les répliquer ou les discuter. Je ne veux pas citer de nom, c'est une prétérition, mais on peut être beaucoup cité sans pour autant avoir du crédit de la part de la communauté scientifique. Notamment si j'ai pondu un article tellement nul qu'il s'est fait 1 versus 40. Je pourrais en profiter pour vous parler du H-index, ou indice H, mais je ne ferai que répéter ce qui est dit dans Deep Work de Cal Newport, que je vous invite à lire pour les quelques enseignements que vous pouvez en tirer. Bref, je parle souvent du nombre de citations, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Le mewing est relié au sujet de la beauté. Je tiens à dire qu'il est normal de vouloir être beau et que je ne tiendrai pas compte de considérations visant à émettre un jugement. D'ailleurs, l'adaptationnisme est une théorie qui stipule que la beauté est en fait un synonyme de santé, et que dans la sélection naturelle et sexuelle, les individus les plus beaux sont ceux en meilleure santé. Bon, j'ai vérifié et j'ai pas trouvé de liaison entre les deux, je sais plus où j'avais lu ça. Je suppose que c'est juste un principe de la psychologie évolutionniste. C'est aussi ce qui est dit dans le livre de Philippe Gouillou, la beauté serait synonyme d'une meilleure immunité face aux parasites. Pour finir sur ce point, je dirais donc que reprocher aux gens qui se renseignent sur le mewing parfois avec entrain
d'être superficiel ou que sais-je, c'est comme de reprocher à quelqu'un de vouloir être en bonne santé. Ou quelqu'un qui veut maigrir. Je suis neutre sur le sujet, pas de jugement de valeur. Je sais que c'est lourd, mais je rajoute que je ne suis pas responsable de ce qui est dit par les sources que j'utilise. Et normalement, j'ai chapitré la vidéo. Donc, commençons la revue. Tout part d'un article du New York Times dans lequel intervenait Kevin O'Brien. J'ai cherché son nom et je suis tombé sur son blog, dont plusieurs articles parlent de l'approche des Mew et du myofonctionnel dans l'orthodontie. Tout d'abord, l'étiologie désigne l'étude des causes des maladies, ensemble des causes d'une maladie, selon Google. Dans les premiers paragraphes, O'Brien précise qu'il faut voir si on considère une malocclusion comme une maladie ou pas. Apparemment, ça, ce n'est pas clair. Ensuite, il explique que la théorie la plus acceptée de la malocclusion est qu'elle aurait une part génétique et une part environnementale. Il donne l'exemple d'une malocclusion squelettique 2. La part osseuse du problème serait déterminée génétiquement, et la position des dents serait déterminée par l'environnement. Il évoque ensuite l'hypothèse de la matrice fonctionnelle de Moss et un papier de Björk-Arn. L'abstract de l'étude de Melvin Moss semble dire que l'étude essaie de tirer des conclusions quant au paradigme actuel face à l'hypothèse épigénétique qui consiste à dire que la croissance est régulée par le génome. Selon l'abstract du papier de Björk, les traitements orthodontiques influencent la composition de la rotation mandibulaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et l'article m'aide à comprendre dans la suite de la phrase. Ces traitements influencent donc le remodèlement de la mâchoire. O'Brien évoque donc l'hypothèse de la matrice fonctionnelle de Moss que l'on peut relier à la loi de Wolff dont le lien est donné par Wikipédia, et qui suppose que les os grandissent en fonction des pressions qu'ils subissent. C'est plus clair formulé en anglais. Bones do not grow, they are grown. Ils ne grandissent pas, on les fait grandir. Dans le cas de la matrice fonctionnelle de Moss, ce sont les tissus mous qui influencent la croissance de l'ossature. En gros, c'est l'environnement qui primerait sur la génétique. Sur cette page Wikipédia sont exposées les autres théories, mais je me contente là de commenter l'article de blog de O'Brien. Il explique aussi que ce n'est pas forcément nouveau et évoque le traitement de Frankel, en parlant du traitement des Mew. Donc le paragraphe orthotropique, c'est un terme anglais. Il a discuté plusieurs fois avec John Mew de ses idées au cours des 15 dernières années. Selon lui, aucun doute que ces idées ne sont pas acceptées par les orthodontistes du Royaume-Uni, et ce pour différentes raisons qu'il n'explicite pas. John Mew a été rejoint par son fils, Mike Mew. En bref, l'entraînement des muscles, la correction du comportement des tissus mous et de l'environnement oral jouerait sur le développement du squelette et changerait la position des dents. Là, ça devient intéressant puisqu'O'Brien a fouillé dans les publications et n'a rien trouvé de très excitant. Il ne peut donc pas affirmer ou infirmer quelque chose et ne peut pas s'avancer. Il y a donc un manque d'études sur le sujet, dont j'ai personnellement souvent entendu parler, mais pas de capture d'écran pour appuyer ce que je dis. Mike Mew a publié un livre sur ses résultats, mais tout est un peu daté. Pour O'Brien, c'est normal. Mew a travaillé seul pendant des années et avec des ressources limitées, probablement parce que les orthodontistes du Royaume-Uni ne sont pas 100% d'accord avec lui et ne lui donnent pas de fonds. O'Brien dit pourtant trouver certains résultats impressionnants. Kevin O'Brien est un dentiste, un orthodontiste, qui dit à un journaliste du New York Times que les travaux de John Mew sont discrédités, voir l'article évoqué plus loin. Pourtant, dans cet article de blog, il explique qu'il trouve intéressant l'approche myofonctionnelle, et qu'il l'utiliserait sans hésiter si ses patients avaient des résultats plus stables, un taux d'échec plus faible qu'avec des bagues ou appareils dentaires. Cependant, dans la section What do I think, il explique qu'il n'est pas convaincu et qu'il aimerait des études qui donnent des infos sur l'alignement des dents, le fardeau du soin et les résultats finaux du traitement plutôt que sur les forces des muscles et l'analyse céphalométrique, c'est-à-dire une radio du crâne si je suis pas trop con. J'en déduis qu'il préfère qu'on se concentre sur les résultats de la dentition plutôt que sur l'évolution osseuse de l'ensemble qui peut amener à considérer que le mewing, c'est le truc tendance pour devenir plus beau. En effet, ce n'est pas rendre service à la recherche que de faire passer les traitements de ce style pour un truc de coach mal alpha développement personnel de YouTube. Pourtant, ça permet de populariser la pratique et d'initier les gens à des termes comme gognon, maxillaire, etc. Vous allez me dire que c'est la base pour n'importe qui s'intéresse un minimum au corps humain, mais justement, ces gens-là, il n'y en a pas tant que ça. On en arrive au problème de la vulgarisation en général, il ne faut pas s'en contenter. Il finit par dire qu'il faut une étude là-dessus et qu'il n'y a aucun frein à cela. Il dit même pouvoir faire le protocole en quelques heures et qu'il n'y aurait pas de problème éthique. Il invite les gens à le contacter pour rédiger l'étude ou pour débattre de son article. L'article date de 2015. Par la suite, il a reparlé de traitement myofonctionnel avec une étude évoquée, Rita Mirland et al. Dans la partie de son article où il dit ce qu'il en pense, il dit qu'il va commencer à inclure du fonctionnel dans sa pratique puisque les études se multiplient et qu'il est toujours ouvert au dialogue sur le sujet sur son blog. Il explique aussi un point très important, c'est que le traitement utilisé dans l'étude, une gouttière, avait connu moins d'abandon de la part des patients, soit les sujets de l'étude. En effet, il vaut mieux un programme sportif qui nous fait progresser un peu mais qu'on suit scrupuleusement qu'un programme exceptionnel qu'on abandonne très vite. O'Brien donnait un lien vers cet article,
L'article analyse un livre sur l'orthodontie et en résume les thèses soutenues pour donner son point de vue. Le livre, c'est Jaws, de Paul Ehrlich et Sandra Kahn. Ehrlich a participé à la rédaction de cet article que je ne lirai pas, car flemme, et parce que j'ai déjà une réponse sous la main. Voici les thèses. Donc, maladie civilisationnelle, oui, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. En effet, les dents de travers étaient un phénomène moins fréquent chez de vieux squelettes retrouvés que chez des Européens d'il y a 400 ans. La taille de la mâchoire, fonction versus hérédité. Les études suggèrent que la dentition dépend plus de l'environnement que de la génétique. Il y a deux problèmes qui apparaissent. Premièrement, il y a effectivement une baisse de la force de morsure, de la force de la mâchoire, mais celle-ci remonte à bien avant les derniers siècles. La découverte du feu et donc de la cuisson des aliments ont permis à l'homme d'obtenir une nourriture plus douce à mâcher. Petite parenthèse, la cuisson permet de transformer l'amidon, relativement calorique, en glucose. L'amidon, c'est une chaîne de glucose reliée. Bref, c'est compliqué, c'est de la nutrition et je ne m'y connais pas. Bref, la baisse de niveau de force de la mâchoire remonte à assez longtemps. Ensuite, un point qui n'est pas reconnu par le livre est que la taille de la mâchoire des Européens actuels est sensiblement la même que celle des vieux squelettes. Même si la dentition est largement influencée par l'environnement, on ne peut nier la part génétique de celle-ci. Il y aurait un manque de sources concernant l'impact du non-allaitement sur les autres problèmes rencontrés. Respiration par la bouche, apnée du sommeil, etc. Il y aurait donc des contradictions ou de manque de rigueur à chaque étape de la chaîne qui suit, en particulier sur la partie qui parle d'un manque de croissance de la mâchoire à cause de l'apnée du sommeil. La chaîne, donc, l'absence d'allaitement conduirait à une mauvaise déglutition, qui conduirait à une respiration buccale, qui conduirait à une mauvaise posture orale, qui finalement conduirait à des cas d'apnée du sommeil. Une des auteurs du livre, Dr Kahn, se réclame partisane de l'approche de John Mew. Une longue série d'études a montré qu'une augmentation de la taille des mandibules au-delà de 1 à 2 mm était rarement observée, même si une accélération temporaire de la croissance était bien présente. Là, j'ai deux problèmes. Le premier, j'ai pas les études qui disent que ça ne dépasse pas les 1 à 2 mm, et le deuxième, c'est que ça contredit peut-être l'étude plus loin qui parlait d'une augmentation de la largeur intercanine de 3,2 mm en moyenne. Si c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens en dessus et en dessous, mais ça m'étonnerait qu'une valeur vienne gonfler artificiellement la moyenne, compte tenu de la taille de l'échantillon, 141 personnes. En fait, je ne sais pas de quelle longueur mandibulaire parle l'article, donc je ne peux rien dire dessus. Et bien évidemment, je n'exclus pas du tout qu'une des études ait des biais méthodologiques, ou plus simplement des résultats étranges qui peuvent arriver par hasard. On en revient à l'article que cite Kahn, il serait clair que l'explication génétique pourrait être ignorée dans presque tous les cas de problèmes de dents, etc., je suppose. L'approche environnementaliste ne serait pas nouvelle, comme le disait O'Brien dans son article de blog, et aurait été démontrée comme incorrecte au fil des ans. Alfred P. Rogers, un ancien président de la section orthodontique de Harvard, avait eu les mêmes hypothèses et avait déjà publié un papier sur le myofonctionnel en 1918. 32 ans plus tard, il en republie un et, selon l'article, ne présente pas de preuves comme quoi ça ait marché. Suite à cela, ces méthodes ont été oubliées. Il se serait passé la même chose avec un certain Ballard et un certain Tully. Les théories de John Mew seraient, je cite, une contrefaçon, a direct knock-off, des travaux de ces derniers. Je traduis la dernière phrase de ce paragraphe, peut-être que si tu ne connais pas l'histoire, tu es vraiment destiné à la répéter. Je fais encore une pause, j'ai un petit problème ici. Là où O'Brien était prudent et ouvert quant aux méthodes mieux fonctionnelles, je trouve les deux auteurs de l'article, Dr Profit et Dr Ackerman, un petit peu salés. Et ça me dérange parce que ça sous-entend qu'il y a de l'émotionnel là-dedans et ça m'empêche d'être certain qu'ils sont là objectifs. On peut arguer que je pense cela parce que ça ne me plaît pas qu'ils s'opposent aux idées des Mew, et c'est possible. J'ai cherché sur Google Scholar leurs deux noms. Pour Ackerman, je ne suis pas sûr puisqu'il y en avait deux. Deux Ackerman orthodontistes, il faut le faire. Voici une analyse d'études d'un des deux Ackerman, Marc. Apparemment, chez les gens atteints de malocclusion de classe 2, les traitements, je ne sais pas lesquels, n'enlèvent pas le besoin d'une opération. Toutefois, le périmètre de l'arc maxillaire pourrait être augmenté de 3 à 4 mm à l'aide d'une extension du palais, palatal extension. Pour Profit, il a participé à la rédaction du livre Contemporary Orthodontics, cité 6000 fois sur Google Scholar, que je n'ai pas lu. Je vais faire une vidéo YouTube, pas une méta-analyse. Bref, ça m'embête qu'il soit salé. La suite de leur article. Kahn distinguerait l'orthodontie, qui vise à réaligner les dents, des orthopédistes dentistes qui traitent des enfants de 4 ou 5 ans pour guider leur croissance. Selon les auteurs de l'article, elle voit empiriquement, en pratique, que ça marche occasionnellement, mais que c'est potentiellement nocif. Harmful. Elle pratiquerait maintenant ce qui est dit en anglais par Forward Odontics, un néologisme. Selon elle, presque chaque personne n'a pas utilisé son plein potentiel de croissance de la mâchoire.
Je traduis assez mal, mais en gros, la croissance de la mâchoire serait inhibée et on pourrait faire mieux. Tout ceci est fait avec une série d'appareils et d'exercices. Il y a peu de résultats à l'issue du traitement de John Mew, ce qu'O'Brien explique, et aucun sur la méthode de Kahn. Dans l'avant-dernier paragraphe, en résumé, les auteurs de l'article reprochent aux auteurs du livre de présenter cela comme une méthode presque miracle, alors que la réalité montre qu'en général, les traitements marchent avec certaines personnes, pas d'autres. Ainsi, dans ce livre, ce serait plus de la fantaisie que de l'orthodontie. Je préfère ce paragraphe aux quelques remarques salées glissées dans l'article. Leur conclusion est que la coopération des deux auteurs les a conduits à une illusion mutuelle. Il n'y a qu'une source, Catching Fire, How Cooking Made Us Human, de... je ne prononcerai pas ce nom, et pas d'autre, alors que l'article en a évoqué plus, comme j'ai pu en parler plus tôt. Je ne l'ai pas précisé, mais les deux orthodontistes ont le droit de s'énerver. C'est humain. Là où c'est moins cool, c'est quand ça se mêle à un article de blog scientifique qui se doit d'être méthodique et relativement objectif. De tout ça, j'en arrive à deux situations possibles. Soit on a le camp des John Mew qui délire complet, selon le camp opposé qui est celui des orthodontistes classiques, avec des spectateurs sur le côté comme O'Brien qui sont prêts à adopter la position d'un des deux camps s'il y a des preuves pour appuyer une méthode. Soit on a un gigantesque conflit d'intérêts avec les orthodontistes que je qualifierais de conservateurs, sans connotation aucune, mais juste parce qu'ils préfèrent les méthodes jusqu'ici proposées, à savoir les bagues, et qu'ils sont un peu réfractaires aux méthodes nouvelles de John Mew, même si celles-ci ne le sont pas vraiment, et les orthodontistes d'une nouvelle vague, celle de John Mew. Je n'ai absolument aucune idée de l'argent brassé par l'industrie dentaire, mais je suppose que coller sa langue au palais, ça rapporte moins aux entreprises que d'acheter des appareils dentaires. Ce que je viens de dire est un petit peu fallacieux, puisque même avec les traitements myofonctionnels, il faut acheter des gouttières, mais vous voyez où je veux en venir. Pour continuer dans le conflit d'intérêts, on peut arguer que si John Mew n'a pas montré de résultats qui satisfassent tout le monde, c'est peut-être parce qu'il n'a pas de fond et qu'il est seul, comme O'Brien l'a évoqué dans son article de blog. Là où je peux un peu plus m'avancer, c'est au sujet de la popularisation du terme mewing. Je suppose que des orthodontistes ont de quoi être agacés qu'une foule de gens s'emparent du sujet et vouent un culte à un praticien sur une méthode qu'il n'a pas inventée, quand bien même il n'a jamais dit l'avoir inventée. Voici maintenant un article du New York Times, donc pas un média spécialisé sur la question. Le titre est aguicheur et ne concerne qu'un des points qui y sont traités. J'ai un nombre de visites du site du journal limité, donc je ne peux plus y accéder, donc les imprécisions que j'ai laissées dans mes notes ne peuvent pas être corrigées par mes soins. Au sujet des Mew. Kevin O'Brien dit que leurs travaux sont surtout discrédités. Les publications de la famille Mew sont surtout dans des petits journaux, ils ne parlent jamais dans des conférences mainstream, et un orthodontiste américain aurait qualifié John Mew d'idiot total. Ensuite, l'article dit que les travaux de Mew ont été relayés par la communauté des célibataires involontaires, toxiques et misogynes, ainsi que par des gens d'extrême droite. C'est probablement en partie vrai, je n'ai aucun moyen de prouver le contraire, mais je n'ai pas envie de fouiller et ce n'est de toute manière pas le sujet. Le mewing serait aussi devenu un sujet sur des forums de beauté et de médecine alternative. La chaîne YouTube des Mew a réuni de nombreux abonnés, dont une importante proportion de femmes, précise le journaliste. Les Mew auraient perdu le contrôle de leur idée. Ainsi, le concept est passé de thérapie qui aide les enfants à bien grandir à traitement pour la beauté chez l'adulte. Les Mew auraient répondu, non pas en disant aux gens qu'ils perdent leur temps, mais en disant qu'ils allaient voir s'il était possible de commencer le traitement chez un groupe d'adultes sélectionnés. Là, j'ouvre une parenthèse, je trouve que le journaliste glisse des petites piques. Je ne dis pas qu'il prend parti, juste qu'il est presque à la limite de l'insolence ou de l'impertinence. S'il sous-entend que les Mew devraient dire à leur public qu'ils perdent leur temps, public composé de misogynes qui n'arrivent pas à trouver de partenaire, il faut prouver que c'est bien une perte de temps. Or, c'est sujet à débat et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Deuxièmement, c'est la bonne chose à faire de ne pas dire à leur public qu'il perd son temps. Dans Propaganda, Edouard Bernays dit que la propagande doit servir la bonne cause. En gros, ce que Bernays dit, c'est que dès que ce que l'on propose est bon, il faut le promouvoir efficacement. Même si le mewing trouve dans son public des misogynes, des gens d'extrême droite ou que sais-je, il faut se dire qu'il a popularisé la discussion autour de l'orthodontie, que de nombreuses personnes sont désormais familières avec des termes techniques, et surtout, même si ce n'est probablement qu'une maigre proportion relativement au reste, les Mew ont probablement encouragé un nombre considérable de personnes à aller voir un orthodontiste. Il faut voir les mauvais côtés comme il faut voir les bons. Donc est-ce que les Mew ont fait de la propagande bienveillante? À vous de me le dire. Revenons à l'article. Il y a un peu de narration. John Mew raconte qu'une fille l'a qualifié de garçon au visage long quand il avait 17 ans, qu'il voyait au musée que tous les spécimens avaient les dents alignées, etc. Je résume vite fait. Il a testé ses hypothèses sur ses enfants, et quand il a vu la mâchoire de Mike Mew, il s'est dit « God damn, ça marche !» Et il a publié sa théorie dans The British Dental Journal, et la réaction c'était « meh ». 5 ans après, il détaille ses idées dans un livre auto-édité, puis abandonne le monde de l'orthodontie traditionnelle. Il y a eu des petites polémiques.
John qualifiait la communauté de l'orthodontie d'arnaquer leurs patients. Il a quant à lui été accusé d'avoir échoué à protéger les infos personnelles de ses patients, ainsi que de malpractice, donc de faute professionnelle, d'erreur médicale. Une mère s'est même plaint que John ait continué le traitement après que sa fille ne soit plus consentante. John Mew nie et blâme un conseiller juridique inefficace pour la perte de sa licence d'orthodontie. Mike Mew décide de suivre les traces de son père à partir de ses 30 ans. Même si les membres du staff semblent troublés, voire énervés, flustered, par son énergie, il pense que c'est une aubaine qu'il dirige la clinique car l'intérêt qui lui est porté a explosé suite aux vidéos YouTube. Dans beaucoup de ses vidéos, il porte une tenue qui lui prête une autorité clinique. Est-ce qu'il y a là un appel à l'autorité ? La clinique des Mew reçoit des visites internationales. Le journaliste part d'une famille suisse qui fait prendre 2 fois par mois un jet privé à leur fille pour qu'elle ait un suivi. C'est un autre monde. Après, ça parle d'une conférence donnée en 2012 à de jeunes hommes qui voulaient devenir beaux et que c'est comme ça qu'il est devenu connu. Je m'en fous, hein, moi je veux juste de la biologie. Et puis en 2014, un gars a pris son nom comme pseudo sur un forum dont l'un des membres a tué 6 personnes en Californie sous le prétexte d'une guerre contre les femmes. C'est un fait, mais cela me déplaît puisque ça peut faire un déshonneur par association. Un auditeur des Mew était sur un forum dont l'un des membres a tué des gens, donc les Mew sont de mauvaises personnes, etc. C'est un sophisme. Encore du bluff journalistique. Il est encore redit qu'il manque des études sur le sujet. En même temps, si les gens passent plus de temps à dire qu'il n'y a pas d'études plutôt que d'en faire, il n'y en aura pas beaucoup. Selon le journaliste, malgré le fait qu'il rit de l'obsession de John Mew autour de la langue et des maxillaires, les orthodontistes traditionnels reconnaissent que le domaine n'a pas fourni de réponse à des questions importantes, ce qui laisse un vide dans lequel les Mew peuvent récupérer une audience déçue par l'orthodontie traditionnelle. Ce serait un certain Edward Engel, père de l'orthodontie moderne, qui, en 1900, avait fait la connexion entre malocclusion et beauté du visage, good looks. Selon certains praticiens, l'orthodontie devait considérer la face dans son ensemble et non juste la bouche, tandis que d'autres pensaient qu'elle devait se contenter de redresser le sourire. Ce débat prit fin dans les années 1930 à l'apparition des premières bagues. Les résultats obtenus auraient mis à l'écart les partisans de la croissance faciale. Paragraphe intéressant, malgré la réparation des sourires des gens, des problèmes sont apparus. Des années 1960 à 2000, des chercheurs de l'université de Washington ont collecté des données auprès de plus de 800 patients pour les suivre au cours du temps. Ce qu'il se passait, c'était que leurs dents se remettaient de travers après qu'on ôte les bagues. L'un des chercheurs, Robert Little, dit qu'ils ne savent pas pourquoi ça arrive, mais ils savent que c'est ce qui arrive. Là, je suis pas sûr de la citation parce que je n'ai plus accès à l'article. En effet, Robert Little a bien écrit des articles sur les dents qui se remettaient de travers et l'un d'eux a été cité 720 fois sur Google Scholar. Pour les Mew, ça prouve que les orthodontistes traditionnels ne comprennent pas la nature de la malocclusion. Si certains orthodontistes protestaient contre les déclarations de Mew, d'autres reconnaissaient qu'il marquait un point. Mani Alikani, conférencier à l'école de médecine dentaire à Harvard, et dont 2 articles ont été cités plus de 300 fois, explique que l'échec à long terme des bagues nuit à la crédibilité de l'orthodontie. Même s'il trouve leur approche un peu simplifiée, il reconnaît de la valeur au fait de considérer le rôle des lèvres, de la langue et des joues, cheek en anglais mais ça peut aussi faire référence aux zygomatiques, dans la formation des os du visage. Pour lui, ce point de vue n'est pas assez étudié. Timothy G. Bromage, expert en biologie du développement du visage humain à la New York University College of Dentistry et auteur de plusieurs articles cités plus de 200 fois, accorde du crédit à l'obsession de John Mew des maxillaires, la qualifiant de cohérente puisque pendant la croissance, je cite, la mâchoire du bas suit celle du haut. Il dit aussi que l'éducation de la plupart des orthodontistes au sujet de la science de la croissance de la mâchoire est, je cite encore une fois, terriblement incomplète. Là où les orthodontistes restent ancrés sur leur position, c'est au sujet des bagues. Ils sont aussi opposés aux conceptions de la beauté des Mew et les considèrent comme culturelles. Et ils ont tort. Leur domaine c'est l'orthodontie, pas l'étude de la beauté. Je me permets de dire ça puisque ce serait un peu craché sur les travaux de Jean-François Amadieu, par exemple, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet ou encore quelques ouvrages de psychologie évolutionniste qui se basent sur des études eux aussi. Voilà pour la précision. N'hésitez pas à vous cultiver en lisant des livres et des études. Mike Mew aurait dit aux journalistes qu'il axait maintenant la chaîne YouTube sur la connexion avec des célébrités pour aguicher du public, et surtout pour initier les jeunes mères au sujet. C'est ce que je disais plus tôt, une sorte de propagande bienveillante. Ont-ils fait une propagande bienveillante ? Il y a une partie avec une meuf qui fait pas vacciner ses enfants, je trouve ça hors de propos pour cette vidéo. Non parce que, ok à l'extrême droite peut-être, je dis pas, mais là on parle quand même d'un dentiste. Mike Mew se décrit comme rien de plus qu'un entraîneur. Il n'est pas magicien et ne peut pas réparer les mâchoires comme ça. D'ailleurs, l'appareil BioBlock utilisé par les Mew aurait un détecteur de chaleur qui permet aux dentistes de savoir combien d'heures ses patients le portent. Le journaliste dit que malgré que Mike Mew ait l'accord de ses patients pour diffuser les photos du traitement, il n'y en a pas beaucoup de visibles. Le journaliste doit être méfiant vis-à-vis d'un possible biais du survivant ou simplement biais d'échantillonnage. Il faut lui reconnaître ça.
Après avoir passé une semaine avec les Miou, le journaliste commence à avoir une cohérence dans leur théorie en observant des gens qui n'arrivent pas à garder leurs lèvres closes en lisant dans un café, des gens dont le menton fusionne avec la mâchoire, etc. Après exposition, il trouve ça moins délirant. Y a-t-il là un biais d'exposition? Qui sait? Il évoque d'ailleurs le fait que les orthodontistes ont gagné des milliards en traitant des patients dont la pathologie pouvait être évitée avec du préventif. C'est d'ailleurs un exercice que je vous invite à faire. Promenez-vous dans la rue ou dans des cafés, s'il n'y a pas de masque, et observez la région buccale des gens et faites-vous votre propre avis. Il y a un paragraphe très intéressant dans lequel le journaliste va au musée observer des crânes, chose qui aurait convaincu John Mew de ses idées, mais c'est hors de sujet donc je vous laisse le lire si l'envie vous en prend. Dans ce musée contenant la plus grande collection de crânes, la gardienne dit que pas un seul des vieux crânes ne présente un problème de malocclusion. Tous ont une morsure edge to edge. Petite précision, le journaliste se nomme William Brennan. Un article de 2015 cité 3 fois selon Google Scholar, j'ai lu que l'abstract et la méthode détaillée, donc il peut y avoir quelques flous. La méthode, 141 personnes, 110 femmes et 31 hommes, âgés d'au moins 18 ans. Les personnes participent à un traitement myofonctionnel pendant au moins 8 mois. Elles ont fait divers exercices de respiration, de lèvres pour les joues, la langue et la posture. Elles mettaient aussi une petite gélatine sur le palais 3 fois par jour pour aider à la déglutition. Chaque patient a eu entre 4 et 10 sessions guidées avec les gens de l'étude. Les scientifiques mesuraient la longueur du philtrum, la distance entre les canines et l'ovojet. L'ovojet, c'est la distance de dépassement entre les dents supérieures et les dents inférieures. C'est pas très technique, mais voilà. La distance entre les canines, largeur de bouche, a augmenté de 3,2 mm en moyenne. Le philtrum s'est allongé de 5,4 mm et l'ovojet s'est réduit de 1,2 mm. La conclusion tirée est que la position des dents peut être changée même chez des gens dont la croissance est terminée, et que l'entraînement musculaire peut aider grandement dans les traitements orthodontiques. Donc là, un petit article dont je ne peux lire que l'abstract, c'est payant et j'ai la flemme d'aller sur C-Hub. Le site me fait des trucs chelous, la dernière fois il réagissait pas. Ça parlait des bénéfices de l'allaitement. Encore une fois, n'allez pas sur C-Hub, ce n'est pas bien. Je cite cet article. Vraisemblablement, l'augmentation de la taille du cerveau réduit le prognatisme et aplatit le visage. Pour ceux qui veulent creuser, je pense que c'est une piste intéressante d'un point de vue évolutionniste. J'utilise cet article d'O'Brien puisque les liens vers une des études ne fonctionnaient pas. Vraisemblablement, 70% des traitements Myobrace et 53% des traitements Andresen ne fonctionneraient pas. Dans un papier de Rita Mirland, la thérapie myofonctionnelle corrigeait bien les cas de malocclusion, mais l'étude était petite. Petit échantillon, et seuls les résultats à court terme étaient présentés. En bref, O'Brien est ouvert au traitement Myobrace, mais exige plus de preuves de son efficacité. Il dit être à la fin de sa carrière de chercheur et donc de ne pas pouvoir mener lui-même des recherches. Il a donné un lien vers cet article, que je n'ai pas lu par flemme et pas envie de boucler cette vidéo en pas trop de temps. Je donne aussi ce lien où O'Brien analyse une étude d'1 an par Rita Mirland. Voici une étude de 5 chercheurs citée 37 fois au sujet de l'association entre la forme de la mâchoire et la forme des muscles masticateurs. Abstract. Corrélation entre force de mastication et forme de la mandibule. Plus les muscles masticateurs sont développés, plus le ramus est solide épais, avec une forme trapézoïdale, plus le coronoïde est massif et plus l'arche basale est courbée. Ligne formée par les dents du bas, il me semble. Introduction. Il cite la loi de Wolff. Étant donné que les os s'adapteraient à la charge en se remodelant en la forme idéale pour la supporter, l'hypothèse a été faite que le squelette crâno-facial soit déterminé par les charges mécaniques qui s'appliquent sur lui, et là il donne le lien vers 4 études, ce qui a été appuyé par beaucoup d'études cliniques et expérimentales. Alors, il existe une association possible entre MCSA, Muscle Cross Sectional Area, une section perpendiculaire au tendon du muscle de ce muscle qui est approximativement proportionnelle à la force de ce muscle, à la morphologie du crâne, comme l'ont prouvé 6 études que les chercheurs citent, 6 études avec des approches différentes pour chacune d'entre elles. Pour la MCSA, ça exclut les muscles pénates ou pinates, je sais pas. Je le dis pour ceux que ça intéresse, mais ça a l'air d'être une des façons d'arranger les fibres dans les muscles. Certains muscles sont circulaires, d'autres dits fusiformes comme les biceps, etc. Petit lien. La forme et le développement de la mandibule ont été étudiés. Pourtant, la façon dont covarient les forces des muscles masticateurs et les mesures de la morphologie mandibulaire n'ont pas été étudiées en détail.
Il y a donc une lacune dans le domaine qui pourrait permettre aux anthropologues et cliniciens, si elle était comblée, de reconstituer la diète et les techniques de cuisine des anciennes populations. Même si des études ont été menées sur le sujet, elles se concentraient surtout sur les pathologies orales, caries, maladies parodontales, perte de dents antémortem et attrition. L'étude vise donc à creuser la relation entre morphologie mandibulaire et force des muscles. 2 hypothèses ont été testées. Hypothèse 1, il n'existe pas d'association entre les CSA du temporalis et du masséter avec la forme de la mandibule. 2, il n'existe pas d'association entre les CSA du temporalis et du masséter avec les mesures anthropométriques, linéaires et angulaires, de la mandibule. La première hypothèse est testée en utilisant des données repères, et la seconde en utilisant les corrélations de Pearson pour évaluer des relations entre les CSA et les variables mandibulaires. J'ai pas compris la dernière phrase de l'intro, mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'ils disent que certains ossements étaient trop fragmentés pour autoriser une analyse de leur forme. Et les corrélations de Pearson, j'ai pas trop compris, alors je compte sur vous pour chercher de votre côté, parce que d'un côté, c'est aussi simple que de dire corrélation positive ou négative, et de l'autre, c'est une formule compliquée. R est égal à somme de machin sur la racine de la somme de bidule multipliée par la racine de la somme de truc. C'est censé être cohérent. Méthode, échantillon de 382 personnes, 193 mâles et 189 femelles, entre 18 et 80 ans, qui ont subi une tomodensitométrie, comme me le dit Google, soit un CT scan pour Computed Tomography. Là, j'ai trouvé ça compliqué parce qu'une tomographie peut se faire par émission de positons, et je dis pas que j'ai pas eu mon brevet, et je dis juste que j'ai pas fait de master en physique. Ça a l'air de permettre de reconstituer le volume d'un objet sans charcuter. Selon Wikipédia, des fois on l'appelle juste scanner. Je me suis senti con. En gros, on envoie des rayons X et on mesure l'absorption, puis on reconstruit les structures analysées en 2D ou en 3D pour les étudier. Ils donnent le lieu où ils ont fait le scan et les paramètres de celui-ci. Je laisse ça aux professionnels du domaine. Tous les scans ont été effectués entre 2000 et 2012. Tous les scans ont été faits dans le but d'un diagnostic, c'est pas pour les besoins de l'étude ou autre. De ce que j'ai compris, ils ont réutilisé des données que le labo avait. Les critères des scans, incisive intacte et au moins 2 molaires ou prémolaires de chaque côté. Pour ce dernier critère, il parle d'au moins 2 dents sur le posterior unit, suivi de la précision des dents entre parenthèses. Étaient exclus les cas d'implants dentaires ou de restauration avec du métal, est-ce que ça veut dire plombage, qui pouvaient interférer avec l'image faite, ainsi que les cas souffrant d'une tripotée de pathologies ou de situations, asymétrie, trouble d'un muscle ou scan de l'articulation de la mâchoire. L'étude est approuvée par la nomenclature éthique, c'est ma traduction quoique imparfaite de Ethical Board, et suit les lignes directrices de celle-ci. Évaluation des aires musculaires, CSA, Cross Sectional Area. CSA consiste à une coupe du muscle perpendiculaire au muscle. À différencier donc du PCSA, Physiological Cross-Sectional Area, qui est une coupe perpendiculaire au sens des fibres. On en revient aux différents types de muscles que j'évoquais plus tôt. Pour le masséter, la section est en effet perpendiculaire au muscle, mais pour le temporalis, ce n'est pas vraiment le cas. Ils donnent leur méthode de mesure dans la figure 1, qui est celle de Weige et Hillen, qu'ils citent. J'ai aucune légitimité à discuter de ça, mais j'émets des réserves sur le fait de baser ces mesures sur des repères fixes en centimètres. Je m'explique. Sur l'échantillon, il y a peut-être des gens aux tailles différentes. Merci mec. Les ingénieurs, c'est pas possible. Mais c'est pas possible! C'est des ingénieurs! Dans ce cas, n'aurait-il pas mieux valu déterminer les repères en proportion à la taille de chacun? Par exemple, pour le temporalis, la mesure a été faite à 1 cm de l'arcade zygomatique, et je me dis que selon la taille de chacun, ça peut varier. C'est là que mon manque de certification dans le domaine m'empêche de creuser, ainsi qu'une aisance moyenne en anglais, puisque mes doutes sont peut-être écartés ou infondés, sans que je le sache, par la méthode que je n'aurais pas comprise. Évaluation de la forme de la mandibule en utilisant la morphométrique géométrique. Déjà, j'ai pas compris le dernier terme. 62 mandibules, 30 mâles et 32 femelles, ont été reconstituées avec le scan. Ils donnent la version du logiciel utilisé ainsi qu'un paramètre sur des seuils de niveau gris. Ils ont dû refaire quelques trucs manuellement pour raffiner. Des sujets de 20 à 40 ans et pas de tooth filling. Je ne sais pas si ça concerne que les remplissages avec des matériaux métalliques ou pas. Ni de dental crown. Je mets l'image pour aider à la compréhension. Ils donnent le nombre de repères et le logiciel. Paramètres de méthode avec plein de mots compliqués, on peut pas dire qu'ils ont négligé la partie méthode. Pareil, les Landmark-Based Analysis, j'y ai peut-être mis un peu de flemme, mais ça portait sur des détails qui ne me sont pas trop familiers, et dont le but m'échappe un peu. Je veux dire, coordonnées cartésiennes, je vois pas trop ce que c'est, ils parlent même d'allométrie, soit le changement dans les proportions du corps d'un animal au cours de sa croissance, par suite du développement plus rapide ou plus lent de l'un de ses membres. Apprenez du vocabulaire avec Patrick Freerunning. Attends, là on vient de passer de Minecraft à genre Sciences Po. Waouh, il y a même un vecteur PLS. Même Google sait pas ce que c'est. Il y a vraiment pas mal de détails sur des manipulations qu'ils ont dû faire. Par la suite, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de termes techniques. Ils ont fait un test de Kolmogorov-Smirnov. J'ai regardé sur Wikipédia et je crois que je vais me reconvertir dans l'humour. C'est quoi les... Oh quoi? Non, comment ça? Oh, j'avais pas vu encore.
Dernier petit paragraphe de la méthode, toutes les données analysées sont disponibles sur demande à l'auteur. Donc si quelqu'un veut reproduire l'étude ou vérifier les résultats, il suffit de demander. Résultats. Apparemment, les résultats sont plutôt fiables. Parmi les seuls trucs que j'ai compris de ce premier paragraphe, il y avait peu, voire très peu de différence entre les mesures de chaque chercheur. En gros, sur un même modèle, ils plaçaient tous leurs points de repère à peu près au même endroit. Alors là, je comprends. Chez les mâles comme chez les femelles, une section de muscle plus large, donc un muscle plus volumineux, est associée à un ramus plus trapézoïdal, un coronoïde plus massif, un arc basal plus courbé, ainsi qu'un corps plus rectangulaire. Qui lui a affiné, gros, tout est pyramidal, tout est triangulaire. Pour ce dernier point, je pense que ce qu'il qualifie de corps, c'est le corps du crâne, le crâne en général. En fait, non, lol, c'est la partie horizontale de la mandibule. La mandibule inférieure est donc composée du corps et de la branche montante, ou ramus. Inversement, les mandibules avec une CSA plus petite sont caractérisées par un ramus étroit, un coronoïde en pointe, un corps triangulaire et un arc basal plus triangulaire. Pour leur deuxième hypothèse, donc une association entre des mesures et la CSA, ils n'ont rien trouvé de très significatif, sinon de petites corrélations. C'est long, c'est technique et pas forcément très utile pour nous. Discussion. Donc, plus la CSA est grande, plus le ramus est trapézoïdal, plus le coronoïde est massif, plus le corps est rectangulaire et l'arc basal courbé. A l'inverse, plus la CSA est petite, plus le ramus est petit, comme un parallélogramme, plus le coronoïde est triangulaire, de même que le corps et l'arc basal. Les chercheurs disent qu'en l'absence d'autres études, ils ne peuvent affirmer une corrélation directe et sûre. En gros, leur étude est très circonstancielle. C'est ça qui m'a simplifié la tâche, mais ça a compliqué la leur. En gros, eux n'ont pas su s'il y avait des associations entre la morphologie mandibulaire et l'usure attrition, qui indiquerait une utilisation extensive des muscles masticateurs, et entre la morphologie mandibulaire et économie de subsistance. En gros, des diètes composées d'aliments mous qui sont moins exigeants en mastication. De nombreuses études auraient révélé une association entre grande usure des dents et mandibule large, ce qui me fait penser à la vidéo dont je me rappellerai, où les squelettes avaient de meilleures dents mais qui étaient plus abîmées quand on les observait de très près. Il a été montré que des agriculteurs, soft diet, avaient des mandibules relativement courtes et larges avec un grand ramus, bien angulaire, tandis que des populations de chasseurs-cueilleurs, hard diet, avaient des mâchoires plutôt longues et étroites avec un ramus court et droit. Ces résultats sont en accord avec leurs observations. Là, j'ai pas compris, le ramus bien angulaire des paysans, c'est un angle grand ou un angle marqué? Si c'est la première option, alors je comprends, le gognon est moins développé. Et le cou des mâchoires plus étroites pour les chasseurs-cueilleurs, ça m'intrigue aussi. À voir s'il y a bien une extension du palais qui élargit le tout. Et le ramus court et droit, à quoi correspond-il? Même en regardant vite fait l'étude dont il parle, le petit 24 pour ceux qui veulent, j'ai pas trop compris. Les études des populations modernes offrent des résultats similaires. Par exemple, les gens qui souffriraient de bruxisme, le fait de serrer involontairement les dents, manifesteraient des mandibules plus vastes, tandis que les sujets avec de fortes capacités de morsure tendraient à avoir un angle du plan mandibulaire faible, faible angle cognac, et une mâchoire plus large. Des preuves directes d'un lien entre force de mastication et morphologie mandibulaire viennent d'études cliniques. Par exemple, des individus souffrant d'un déficit de force des muscles masticateurs, myotonic dystrophy, ont des angles goniaques plus grands et une croissance de la mandibule excessivement verticale. De même, une augmentation en largeur du coronoïde a été observée chez des individus qui présentaient une hyperactivité des muscles des tempes. C'est marrant parce que ce dernier exemple m'indique que la croissance du temporalis fait grandir le coronoïde, tandis que la croissance du masséter influencerait le ramus, donc que les os grandiraient en parallèle avec les muscles qui sont fixés à eux. Je découvre. Vous moquez pas. Des études sur des animaux ont montré que le changement de diète impacte la morphologie de la mâchoire. Ils citent des études qui étudiaient des rats et des cochons. Une puissante CSA des muscles du ramus est en accord avec les résultats d'études menées, suggérant que l'épaississement et l'augmentation de la hauteur de la partie postérieure de la mandibule avec une tension musculaire augmentée autorisent la mandibule à mieux résister à des stress de pli, bending, sur les axes parasagittal, sagittal, et transverse. L'idée que l'os soit apposé sur certaines zones à cause d'une demande de résistance à des forces de pli a été démontrée de nombreuses fois sur des humains et des animaux. Ils citent 3 études. Enfin, les chercheurs disent qu'il n'y a que de faibles corrélations entre CSA et mesures linéaires. Les études qui en trouvaient de fortes ne corrigeaient probablement pas leurs données pour la taille de la mandibule. J'ai lu le dernier paragraphe de façon distraite car terme technique et moins d'intérêt sur ça. Alors, donner le sein. Pas trop de sources pour les réflexes archaïques, mais je pense que c'est important de l'évoquer. Donc l'un des réflexes archaïques serait de téter, d'où l'utilité de donner le sein pour un bon développement de la mâchoire. Ce lien pour la composition du lait maternel est donc de potentiels bienfaits. Pour l'utilité de donner le sein en rapport avec la formation de la bouche. Des infos en vrac de la source.
Le téton humain est le truc parfait pour les bébés. Quand c'est une tétine, donc celle qu'on met au bout du biberon, elle peut être assez dure pour modifier la structure du palais et celui-ci se met alors à s'adapter à la tétine, alors que c'est le mamelon qui s'adapte à la bouche du bébé et qui l'entraîne à la succion. Il évoque le média otitis, mais j'avoue ne pas avoir creusé. Peut-être peut-on relier ça à des troubles temporomandibulaires, TMD. À vous de me dire en commentaire, parce que j'ai la flemme. Bref, la zone près de l'oreille et de l'articulation de la mâchoire serait fragile, mais là, c'est purement une hypothèse de ma part, et c'est à prendre avec des grosses pincettes, des spatules même. Par contre, les bébés, je vous conseille pas de les prendre avec des spatules, sinon ils finissent avec des gros problèmes, comme moi. Le fait que le bébé tienne le sein de sa mère l'aiderait aussi à contrôler le flux, tandis qu'avec une tétine, au bout du biberon donc, pas celle des films d'animation, le flux de lait serait moins facile à réguler et le bébé serait obligé de placer sa langue plus en arrière, habitude qu'il pourrait garder à l'âge adulte et qui lui causerait des problèmes de cavité orale et ou de dentition. Aussi, ne pas donner le sein, ce serait ne pas donner les bénéfices immunologiques et antibiotiques de la mère. Si la composition de la tétine est trop dure, alors j'ai pas trop compris ça, hein, if the composition of the tit is on the outside, le bébé doit aspirer comme un dingue et pareil ça causerait des problèmes pour respirer correctement puisque l'aspiration serait donnée par la gorge et la zone oropharynx. Je suis pas un génie mais normalement pour téter j'ai pas besoin d'aspirer comme un dingue. En tout cas je comprends l'explication du mec comme ça. Il y aurait donc une réduction de l'espace dans la gorge et dans la cavité nasale, donc les routes sont moins larges quoi. Cette capacité amoindrie de la respiration mènerait à des problèmes pendant l'enfance comme à l'âge adulte, comme des ronflements, des apnées et même d'énurésie. J'ai appris ce que c'était. Les hormones de croissance sont reliées au sommeil, c'est toujours dans l'article, hein, et donc toute perturbation du sommeil mènerait à une perturbation de la croissance. Le gars conclut donc en disant que donner le sein, c'est la forme la moins chère de soins de santé. Au sujet de Brian Palmer, donc l'auteur de l'article, DDS Degree, donc le gars est docteur de chirurgie dentale, il sort pas de n'importe où. Concernant la perturbation du sommeil et la perturbation de la croissance, je me souviens plus, mais dans la vidéo, je crois que j'ai déjà dit qu'il n'y avait pas forcément de lien proprement établi. Un article datant de 2016 au sujet du lien entre allaitement et développement de la mâchoire. L'article ne donne pas le lien vers ses sources, donc je compte sur sa bonne foi pour lui donner du crédit. Ça a l'air d'être le site d'une équipe de dentistes d'une clinique privée. J'aurais tendance à être méfiant vis-à-vis des informations qu'ils donnent étant donné qu'ils vendent leurs services, mais l'article soutient le préventif au curatif, ce qui dispense de ces mêmes services. Selon cet article, l'allaitement maternel modélise la forme de la bouche. L'article donne les détails, mais je sens que c'est à la limite de ce que je peux comprendre, donc je ne veux pas trop m'avancer. Plusieurs bienfaits. L'allaitement serait un bon entraînement des muscles orofaciaux. L'article parle d'études, que je n'ai pas cherché donc pas trouvé, qui disent que même après l'arrêt de l'allaitement, les bébés allaités avaient de plus forts muscles masticateurs. Les bébés allaités auraient de meilleurs alignements de dents et de la mâchoire, et le risque que ce type de problème apparaisse était 72% plus faible. Les dents de travers ne devraient pas être considérées comme un problème de dents, mais comme un indicateur de développement pauvre de la face et des voies respiratoires. Il y est redit que les vieux crânes retrouvés avaient les dents bien alignées et pas de problème de dents de sagesse. L'apparition des problèmes de dents de travers serait arrivée trop rapidement pour considérer que ce soit d'origine génétique. Là, il y a une partie que j'ai pas compris. They had exclusively breastfed for up to 6 months and continued to breastfeed for up to 3 years. Les squelettes étudiés auraient tous été allaités jusqu'à 6 mois et continué jusqu'à 3 ans. Je comprends pas la tournure de la phrase. Selon le Bureau des statistiques australiennes, l'allaitement au-delà d'1 an est rare de nos jours. Beaucoup de gens reconnaîtraient les bénéfices des composants du lait maternel, alors que les bienfaits mécaniques seraient tout aussi importants. Il semble exclure que les problèmes de frein de la langue, tongue tie, soient liés à l'absence d'allaitement. L'article se termine en disant qu'ils préfèrent le préventif au curatif et qu'ils encouragent les parents à identifier au plus tôt de potentiels problèmes, ce qui permettra de faire appel à plus de méthodes dites naturelles plutôt qu'à des techniques conventionnelles. J'ai déjà oublié laquelle, mais dans une des sources, je crois que c'était O'Brien mais je suis pas sûr, il était dit que les orthodontistes ne se dirigeaient vers les bagues que parce que c'était la meilleure option à un instant T et qu'ils n'avaient pas mieux et qu'ils n'étaient pas forcément pour. Anecdote personnelle, donc niveau légitimité 0. Un dentiste avec qui je discutais disait que les bagues c'était de la charcuterie ou un truc du genre. Voici une rapide revue du livre de John Mew par Stirrup. Le livre de John Mew, The Cause and Cure of Malocclusion, parle d'une approche alternative de l'orthodontie. L'ouvrage évoque quelques causes de malocclusion et promeut les orthotropics, qui donneraient de meilleurs résultats que l'orthodontie. Il s'agirait de guider la croissance pour prévenir les cas de malocclusion. Il y a 3 chapitres dans lesquels John Mew donne son avis sur l'orthodontie, sur sa carrière et d'autres détails. En bref, ce livre s'adresserait à un public de niche. Une étude de Timo Peltomaki, datant de 2007, citée 233 fois. L'auteur a participé à plusieurs autres études, chacune citée au moins 100 fois. Avant de commencer, instant Wikipédia.
Les adénoïdes ou végétation adénoïde sont ce qui s'appelle des tonsilles situées par ici. Les tonsilles sont communément appelées amygdales, mais la page Wikipédia ne m'a pas semblé très claire. L'abstract. Il a été maintenu qu'à cause d'adénoïdes larges, la respiration nasale est obstruée, ce qui conduit à une respiration buccale et à ce qui est appelé adénoïde face, caractérisé par une mauvaise jointure des lèvres, incompetent lip seal, un arc dentaire plus étroit, une face plus longue, un angle goniaque important ainsi qu'une mandibule rétrognate, inverse de prognate, donc avec un menton un peu trop reculé. Ce développement se ferait par des changements de position de la tête et de la langue et de l'équilibre musculaire. Après une adénoïdectomie et des changements de position de la tête et de la langue, des accélérations de la croissance et de la fermeture closure de l'angle goniaque, mandibular plane angle, ont été reportés. Les enfants qui souffraient d'apnée du sommeil, obstructive sleep apnea, OSA, présentaient les mêmes caractéristiques crâno-faciales que ceux avec de larges adénoïdes et amygdales. Le premier traitement proposé pour les enfants souffrant d'apnée du sommeil est d'ailleurs l'enlèvement des amygdales et des tonsilles. Il est probable que les enfants avec des adenoid faces présenteraient par la suite des apnées du sommeil. Ces enfants ont aussi des sécrétions d'hormones de croissance, GH, et un retard de croissance somatique. Figure 1, l'hypothèse a été faite qu'une diminution de la croissance de la mandibule conduisant à une adenoid face serait due à une sécrétion anormale de GH et de ses médiateurs. Après une normalisation des statuts hormonaux, la croissance du ramus est relancée par une ossification endochondrale plus intense dans le cartilage du condyle et ou par de l'os qui se rajoute sur le bas-bord de la mâchoire. Le gognon, quoi. Ça pourrait expliquer en partie l'accélération de la croissance mandibulaire et le changement de direction de cette croissance après le changement de mode de respiration dû à l'adénoïdectomie. Conséquences après adénoïdectomie. On constate une croissance mandibulaire accélérée et une fermeture de l'angle goniaque, mais pas de l'angle maxillaire. Je ne sais pas à quoi ça correspond. La hauteur de la face reste quasi inchangée. Dans la même étude, la croissance du ramus et du condyle était toutefois meilleure que celle du groupe contrôle, changement expliqué par l'altération de la position de la langue, ainsi que par l'autorotation mandibulaire. Cependant, pour que l'angle du plan mandibulaire soit réduit, il faut qu'il y ait une plus grande croissance à l'arrière qu'à l'avant, pour le dire ainsi. Figure 2, après adénoïdectomie et ses conséquences, l'angle goniaque se réduit sans pour autant qu'il y ait de changement à l'avant de la face. De plus, avec une sécrétion normalisée d'hormones de croissance, la croissance mandibulaire accélérée et le changement de la direction de cette croissance peuvent s'expliquer par une croissance stimulée du ramus. Apnée du sommeil. J'avoue que j'ai lu très rapidement pour vite en finir avec cette vidéo. Malgré l'opération, il semble qu'on n'observe pas de gros changements. 2,5 mm en moyenne de différence sur la hauteur de la face antérieure. L'angle mandibulaire est réduit et il y a une différence de 2 mm avec le groupe contrôle. Contrôle 3 mm de croissance de ramus et 5 mm pour ceux qui ont eu l'opération. La question posée à la fin est: les caractéristiques crâno-faciales sont-elles expliquées au moins partiellement par des changements hormonaux? Croissance du ramus. La position d'os dans la région goniaque-goniale contribue à donner de la hauteur au ramus. Des études sur le condyle mandibulaire ont montré que le cartilage n'est pas un site passif dans la croissance. De plus, le cartilage du condyle semble être un site de production d'agents hormonaux, d'hormones. Des patients avec une déficience en hormones de croissance, GH, témoignaient d'une plus petite face postérieure, et ce, quel que soit l'âge et le sexe. L'injection d'hormones de croissance à certains patients souffrant de certaines pathologies ont montré une accélération de la croissance de la mâchoire. Petite parenthèse, à voir aussi les bodybuilders ou les transformations physiques sur YouTube, où les soupçons de dopage sont forts. Constate-t-on un développement fort de la mâchoire? Ce développement suite à une injection de GH peut s'expliquer de deux manières. D'abord, une ossification endochondrale sur le cartilage du condyle, et ensuite par une apposition d'os sur le gognon, de par l'action de la GH sur l'activité musculaire du masséter et des medial pterygoid muscles. Conclusion. Les changements suite à une adénoïdectomie ne sont pas seulement dus à l'altération de l'équilibre musculaire et des positions de la tête et de la langue, mais aussi à de complexes séquences d'événements épigénétiques. Après une normalisation des statuts hormonaux, la croissance du ramus est stimulée par les mécanismes évoqués dans le paragraphe d'avant. Enfin, il est à noter que, dans la majorité des cas, cette croissance qui s'accélère n'est pas suffisante pour soigner ou résoudre des problèmes de malocclusion ou de divergence squelettique, skeletal discrepancy, et qu'alors, un traitement orthodontique est nécessaire. Libérer de la place pour respirer par le nez ne résout pas tout, ça ne permet pas de redresser les dents. Petite parenthèse, j'ai lu que l'ablation des amygdales pouvait être nocive chez les enfants. Je n'ai pas creusé, je n'y connais vraiment rien. J'en reviens donc à ce que je disais au tout début, consultez des médecins, croyez pas ce qu'il y a sur internet, etc. Les diagnostics, c'est utile.
Il s'agit là d'extraits du livre de John Mew. Aux pages 2 et 3, il y a des témoignages, les gens sont déçus par leur traitement orthodontique ou ont peur de recevoir des réponses incisives. C'est le cas de le dire. Des réponses incisives s'ils parlent de leurs doutes à leur orthodontiste. Un post Instagram de Clément Noblet, donc à la slide 5, anglicisme. Sur la 5e photo de gauche à droite, il est dit que mastication et capacité cognitive seraient positivement corrélées. Alors capacité cognitive c'est assez vague, est-ce que ça correspond à un QI? Est-ce que ça correspond à d'autres fonctions du cerveau? C'est compliqué le cerveau. Un podcast de Brett Weinstein et Mike Mew. Brett Samuel Weinstein est docteur en biologie, plutôt évolutionniste. J'ai trouvé 2 de ses articles, cités 90 et 73 fois. Sa renommée vient en partie d'une affaire sordide dans une université où il enseignait. Je n'en parlerai pas ici. Je vais ici parler de ce que j'ai relevé dans le podcast et le commenter. Les enfants enrhumés dans les premières années de leur vie respirent par la bouche, sinon ils meurent. En grandissant, ils peuvent ne pas perdre cette habitude, ce qui conduirait à une respiration buccale, etc. Brett Weinstein dit que la médecine et la psychologie sont enseignées comme si Darwin n'avait pas existé, sous-entendu une approche évolutionniste. Un dentiste a donné une conférence que Mike Mew a bien aimée. À la fin, Mike est allé le voir et lui a demandé s'il avait des preuves, des études, evidence. Il lui a répondu qu'il n'avait quasiment aucune preuve en dentisterie. Cela peut expliquer le manque d'études pour confirmer ou infirmer l'approche myofonctionnelle des Mew. Après quoi, Mike lui a dit qu'il n'y avait donc aucune preuve pour dire que son père John Mew avait une approche erronée. Brett parle encore du biais sur les souris des expériences dont il avait parlé dans le podcast de Joe Rogan, le numéro 1494 pour ceux qui veulent. Vers 55 minutes, Mike Mew dit que ce n'est pas nouveau, en parlant de se tenir droit, de faire venir la fourchette à la bouche et non l'inverse, etc., pour ce qui est de la posture et du placement de la langue. Ils ont aussi parlé du fait de dormir par terre comme d'un entraînement de 8 heures par jour pour avoir la colonne vertébrale droite. J'en ai discuté avec une kinésithérapeute, il y a effectivement des discussions là-dessus. Ce serait une sorte de sagesse populaire. On constate que c'est ça qui marche empiriquement. Pas forcément juste dormir par terre, mais le fait de se tenir droit, etc. Mike parle de l'idiot du village doté d'une adénoïde face. Ce serait ce genre d'individu qu'on qualifie d'idiot du village. Il dit qu'il a été montré que les gens qui souffraient d'apnée du sommeil avaient un cerveau qui n'avait pas pu se développer complètement, pas exploiter son plein potentiel. Alors j'ai pas ses études. À 59 minutes, Mike dit à Brett qu'il n'a rien vu des résultats et lui dit qu'il les garde quasi tous pour le bon moment. Il dit que les gens n'imaginent pas à quel point on peut remodeler la face. Il l'explique par le fait que la face, c'est un peu l'identité, et qu'elle soit aussi malléable peut être un peu effrayant pour les gens. Il dit que les habitudes sont plus difficiles à changer que la face. À cela, on peut contre-argumenter que les changements sur le visage, ça n'existe pas, il n'y a que des évolutions, plus ou moins visibles, à nuancer donc. Baby-led winning movement. C'est le bébé qui apprécie, enjoy, sa nourriture, et apprend à l'appréhender. Mike Mew dit que tous les bébés en dessous de 4 ans devraient avoir des hollow cheeks. C'est le relief entre la mandibule et les zygomatiques. Il était fasciné par les muscles buccinateurs de son neveu. J'ai pris des notes de façon un peu disparate. Vers 1h11, il explique que sans le baby-led weaning, on ne serait pas passé par la phase où on apprend la manière de manger la nourriture solide et qu'on continuerait de la manger comme si c'était un liquide. Vers 1h39, Mike Mew aussi aurait perdu sa licence. Est-ce que c'est à cause de ses vidéos YouTube? Je ne sais pas, je n'ai pas de détails là-dessus et je n'ai pas cherché. Vers 1h30, j'ai pas noté, mais Mike et Brett parlaient des enfants de ce dernier et Mike ne s'opposait pas systématiquement aux appareils dentaires, braces. En tout cas, il passait pas trop pour un naturopathe illuminé, sans jugement de valeur bien évidemment. 1h48 minutes 30 secondes environ, Mike dit que le terme mewing n'est pas de lui. Idem vers la fin, il dit que si on a en dessous de 25 ans, tout ce qu'on peut encore faire est impressionnant. Pour le visage. 1h50, Mike parle d'une méta-analyse sur des exos de déglutition et tout, qui réduisait de 50% les cas d'apnée du sommeil chez les adultes et 80%, celui-là je suis pas sûr, chez les enfants. Il ajoute que ces exos n'étaient probablement pas aussi efficaces que ceux du mewing, enfin de son approche à lui, le mewing n'étant pas un terme qu'il a lui-même inventé. Il y a quelques sources en description, donc j'ai mis un autre lien vers un chapitre du livre de John Mew, et j'ai aussi mis un lien vers un site qui regroupe certaines études que, pour beaucoup, quasi toutes, je n'ai pas lues, mais elles sont listées, donc ça peut être pratique pour se faire un avis un petit peu holistique sur le sujet. Thank you very much. So